Le 9 septembre 1976, Mao Tse-tung meurt, 3 décennies après avoir fondé la République populaire de Chine. Peu de pays sont aussi facilement divisés en 2 époques distinctes. Avec sa mort, les murs économiques autour du Dragon Rouge se sont lentement effondrés, permettant à la plus grande population du monde d'avoir accès à l'économie mondiale. En 1978, il n'y avait quasiment aucune entreprise privée. Tout appartenait à l'État quasiment. Il n'y avait que 140 000 personnes, soit 0,01% de sa population, qui travaillaient dans le secteur privé. 3 ans plus tard, grâce au successeur de Mao, Deng Xiaoping, ce nombre était déjà 16 fois plus élevé. Dans les années 80 et 90, la Chine était l'occasion parfaite pour créer une entreprise. Les grandes entreprises d'État étant inefficaces, elles avaient laissé d'énormes lacunes dans l'économie. Les gens s'installaient dans la ville avec de l'argent à dépenser et le gouvernement était désireux d'encourager cet esprit d'entreprise. En d'autres termes, Ren Zhengfei n'aurait pas pu choisir un meilleur moment que 87 pour lancer sa société connue sous le nom de Huawei. Quelques années plus tard, elle remporte un contrat avec l'armée populaire de libération de Chine, qui, bien que petite en termes financiers, a été une aide précieuse pour gagner la faveur du Parti communiste, qui a ensuite protégé l'entreprise de la concurrence. Grâce à cette aide, Huawei est devenue aujourd'hui la 2e plus grande société de téléphonie au monde, juste devant Apple et derrière Samsung. Jusqu'à il y a quelques mois à peine, Huawei dépassait Samsung pour devenir le numéro 1 et être le leader mondial de la diffusion de la 5G. Et gagner encore plus de parts de marché que ses 29% actuels de tous les équipements de télécommunications sur Terre. Puis, après une signature, Huawei a été banni. Non seulement ça empêche la société de vendre des équipements aux États-Unis, mais en plus de ça, partout dans le monde, tous les produits Huawei sont interdits de collaborer avec des entreprises américaines, qui fournissent à Huawei des composants comme les puces Intel et des logiciels comme le Play Store de Google. Alors, est-ce que Huawei est réellement une menace pour la sécurité nationale, comme le prétendent les États-Unis? Un cheval de Troie du gouvernement chinois? Ou est-ce que cette interdiction est simplement de nature politique? Le problème avec la plupart des réponses à ces questions est qu'elles ne portent que sur la technologie, la politique ou la Chine. Mais pour vraiment comprendre Huawei, il faut prendre en compte les 3 domaines. Qui possède vraiment une entreprise? C'est une question assez légitime qui devrait avoir une réponse assez simple. Vous n'avez généralement pas besoin de lire les statuts, mais juste de faire preuve de bon sens. Quelques indices pertinents sont le numéro de l'étage de l'immeuble où se situe l'entreprise, ou encore celui qui a la carte de visite la plus chère, mais pas toujours. Parce que, bien sûr, la structure d'une entreprise n'est pas conçue pour notre lisibilité, mais plutôt pour gagner plus d'argent ou limiter le pouvoir de quelqu'un. Vous vous retrouvez donc avec beaucoup de filiales bizarres, de sociétés de portefeuille sans employés basées dans les îles Vierges, de noms d'entreprises volontairement confus et d'actions à 2 paliers. Les choses peuvent devenir bizarres. Prenez John par exemple, de Papa Fame, qui face à la pression de l'opinion publique a démissionné de son poste de PDG. Quelques semaines plus tard, John a décidé qu'en fait il aimerait reprendre son poste de pizzaiolo. Le conseil d'administration a dit « nous ne sommes pas intéressés » et a modifié les règlements de la société pour bloquer son plus gros actionnaire de la possibilité de reprendre la société qu'il a fondée. Il a ensuite poursuivi en justice sa propre société. Une fois, une société pharmaceutique appelée Rockwell Medical s'est divisée en 2 sociétés juridiques, chacune prétendant être le véritable et légitime Rockwell Medical Incorporated, avec la même adresse et les mêmes actionnaires, laissant tout le monde se demander laquelle des 2 était la vraie. Mais en fait, ce n'est pas une question aussi simple que ça. Et c'est avant que vous n'ajoutez tout le côté socialiste. Si vous demandez à Huawei qui est le propriétaire de la société, ils vous emmèneront volontiers dans une salle spéciale, dans leur quartier général de Shenzhen, où derrière une vitre se trouve un livre bleu géant, car la couleur rouge est déjà prise. Exactement de la façon qu'on imaginerait qu'une entreprise technologique multimilliardaire tient ses registres. Selon Huawei, il s'agit d'une liste de toutes les personnes qui possèdent des actions de la société. Et comme ils vous l'assureront avec enthousiasme, aucune de ces personnes n'est le gouvernement chinois. L'affaire n'est pas close évidemment, voici ce que nous savons. Huawei Technology LLC est détenue à 100% par une société de portefeuille appelée Huawei Investment and Holding. Ils disent que c'est uniquement pour des raisons juridiques et je vous le rappelle, ce n'est pas quelque chose de rare. Pour des raisons pratiques, Huawei affirme que l'entreprise est la propriété de ses employés, les noms figurant dans le livre bleu, qui détiennent des actions de la société. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple. Ce que Huawei appelle des actions, c'est en fait s'excuser à l'avance auprès des grandes sociétés non commerciales. Synthetic Equity ou avoir une discussion en privé après la réunion. Synergiser, discuter plus tard dans le jargon ou avoir des actions fictives restreintes. C'est un peu comme des porteurs d'actions ordinaires. Dans ce cas, les employés de Huawei reçoivent part des bénéfices de l'entreprise, un dividende. Ils sont prêts à gagner de l'argent, donc ils sont incités à ajouter de la valeur à l'entreprise.
Sauf que c'est synthétique, c'est-à-dire pas totalement réel. Et elle ne peut pas être vendue ou transférée, ne donne pas beaucoup d'informations sur les activités de l'entreprise et si un employé pour une quelconque raison quitte l'entreprise, il doit également revendre ses actions. Comme le résument 2 chercheurs américains, cet actionnariat virtuel n'a rien à voir avec le financement ou le contrôle. Il s'agit purement d'un système d'incitation à la participation aux bénéfices. Lorsque nous posons la question qui possède Huawei, nous nous demandons en fait qui a le pouvoir d'utiliser l'entreprise à des fins d'espionnage. La réponse apparemment est le syndicat qui possède la société de portefeuille qui à son tour possède la société. Alors, qui contrôle le syndicat? Cette fois, la réponse est beaucoup plus facile. Selon le droit du travail chinois, les syndicats sont soumis à leurs branches supérieures. Les syndicats locaux sont à leur tour soumis aux syndicats provinciaux. Quand nous remontons en haut de la hiérarchie, on se retrouve avec le président de la Fédération des syndicats de Chine, qui siège également au Congrès national du peuple. Les syndicats de Chine sont donc en grande partie une extension du Parti communiste. Vous auriez raison de remarquer que cela ne devrait pas suffire à interdire toute une entreprise de faire des affaires avec un pays entier. Après tout, cette logique s'applique à de nombreuses entreprises chinoises, et pas seulement à Huawei. Il serait ridicule de les interdire toutes. Ceux qui défendent l'interdiction diraient à ce sujet « Mais Huawei n'est pas une entreprise ordinaire. Elle a de nombreux antécédents en termes de mauvaise conduite présumée. Son directeur financier a été arrêté au Canada pour violation des sanctions américaines sur l'Iran. Cisco a accusé la société de copier ses manuels après avoir trouvé les mêmes coquilles chez Huawei, qui selon son PDG, n'est qu'une coïncidence. La CIA affirme également avoir des preuves que Huawei a pris de l'argent auprès des services de renseignement chinois. Et enfin, en 2012, la Chine a donné à l'Union africaine un nouveau siège de 200 millions de dollars en Éthiopie. Puis, l'année dernière, dans les bâtiments, un journal français a cité des techniciens anonymes qui ont affirmé avoir surpris des équipements Huawei en train de copier et envoyer des données vers des serveurs à Shanghai. La Chine et l'Union africaine nient cette accusation. D'une part, il y a beaucoup d'incertitudes. D'autre part, il y a aussi beaucoup de gens qui ont tout intérêt à ce que vous croyiez que Huawei est douteux. Tous ces incidents sont présumés, et ni le Royaume-Uni ni les États-Unis n'ont jamais présenté de preuves par rapport à une faille de sécurité dans l'équipement de Huawei, malgré le fait d'avoir eu de nombreuses années pour enquêter à ce sujet. Avant l'interdiction, avant que ces téléphones ne soient bloqués des services de Google, avant qu'elles ne perdent la possibilité d'utiliser l'architecture ARM, avant qu'elle ne soit indirectement contrainte de vendre son activité de câble sous-marin, Huawei était imparable. Les experts s'accordent à dire que Huawei, qui a des années d'avance en matière de technologie 5G et que son équipement est en général nettement moins cher, c'est pourquoi, malgré la pression de ses alliés, la Grande-Bretagne a continué à acheter du matériel Huawei, ce qui lui permet d'économiser des millions de dollars. Cela reflète la situation difficile à laquelle de nombreux pays du monde sont confrontés, en raison des investissements chinois. Même en connaissant le risque de dépendance à l'égard de la Chine, peuvent-ils résister aux avantages économiques? Ce n'est en aucun cas un secret que, pendant ce temps, les États-Unis sont en guerre commerciale avec la Chine, et l'interdiction de Huawei lui donne à la fois un pouvoir de négociation et protège les entreprises de télécommunications américaines de la concurrence étrangère, qui est actuellement à son plus fort. Alors, détrompez-vous, l'interdiction est politique. On nous a beaucoup fait croire qu'elle était sur la table des négociations commerciales, et il est fort possible que l'interdiction soit bientôt annulée si un accord est conclu. Mais il est tout aussi important de noter que ce n'est pas parce que quelque chose est stratégiquement décidé qu'il n'y a pas d'autres arguments parfaitement valables. Une grande partie de la confusion autour de cette question est centrée sur le fait que les politiciens peuvent être d'accord pour la même politique pour des raisons très différentes. La vérité est que vous n'avez pas besoin de faire confiance à Huawei ou à son PDG. Il vous suffit de reconnaître la caractéristique la plus fondamentale du système chinois, tout est la préoccupation de l'État. De ce qui est montré à la télévision, à qui est autorisé à voyager, même combien de temps on peut jouer à Fortnite et certainement concernant les décisions des plus grandes entreprises chinoises, le Parti communiste est partout. Si ce n'est pas le cas pour Huawei actuellement, ce le sera à terme. Avoir un ennemi est malheureusement utile pour les politiciens américains, surtout quand il est aussi incompris que la Chine. Mais il est tout aussi crucial pour un pays de conserver son infrastructure de communication, grâce à laquelle les secrets nationaux sont partagés et les guerres d'information seront protégées de toute influence étrangère. C'est beaucoup plus important que n'importe quelle entreprise, plus importante que celui qui contrôle la 5G et plus important même que la guerre commerciale. Le souci est vraiment axé autour du système chinois qui va à l'encontre de ceci. L'histoire de Huawei est en grande partie l'histoire de la Chine. Les deux n'ont réalisé leur plein potentiel que lors de l'ouverture de la Chine aux marchés mondiaux, où Huawei réalise désormais l'essentiel de ses revenus, et comment la Chine est devenue l'une des nations les plus puissantes du monde. Huawei est ce qu'elle est aujourd'hui en grande partie grâce à sa relation étroite avec les gouvernements chinois, et la protection qui en découle. Maintenant, ironiquement, Huawei est victime de ce qui l'a permis d'être aussi grand succès. Ce qui a longtemps bloqué de nombreuses entreprises technologiques occidentales, comme Google, Facebook, Twitter, YouTube d'opérer en Chine, vous l'avez deviné, des raisons de sécurité nationale.
La Chine aimerait bénéficier des avantages d'un commerce libre et ouvert à l'étranger, tout en protégeant étroitement et contrôler les entreprises au niveau national. Mais maintenant, elle est obligée de choisir. Dans une guerre commerciale comme celle-ci, chaque partie essaie d'utiliser la théorie des jeux pour interpréter et déjouer leur adversaire, qui peut ou non mentir.